Plus de 22 000 gratte-ciel sur les 32 000 recensés dans le monde sont situés en Asie. 8 des 10 villes qui construisent le plus au monde sont asiatiques. 5 000 milliards de dollars en 2023, c'est le poids du marché de la construction dans la région Asie-Pacifique. Un chiffre qui devrait dépasser 8 000 milliards d'ici 2030. Autrement dit, plus de villes, plus de population urbaine, plus d'investissements. Pendant longtemps, dans les écoles d'architecture, l'histoire qu'on nous racontait commençait toujours à l'ouest. On nous parlait de la Grèce antique, de Rome, de la Renaissance italienne, puis du Bauhaus, du modernisme européen, du Corbusier, de Mies van der Rohe, de Frank Lloyd Wright et bien d'autres. Mais presque jamais, ou très peu, de Kyoto, de Singapour, de Hanoï ou de Séoul. Et pourtant, depuis une trentaine d'années, c'est là, en Asie, que l'architecture se réinvente. On comprend que le centre de gravité de l'architecture mondiale est en train de basculer. Pendant que l'Occident restaure, l'Asie expérimente. L'Europe et l'Amérique du Nord sont aujourd'hui davantage dans la correction, la régulation, la mise à jour des modèles existants. Elles gèrent des villes déjà construites, des normes déjà figées, des contextes patrimoniaux lourds. C'est une architecture de la maintenance, je dirais même de la gestion du passé. En Asie, au contraire, tout reste à faire. Les métropoles se transforment en temps réel. Les gouvernements investissent massivement et les populations bougent, les besoins même explosent. Ce vide et cette urgence créent un terrain d'expérimentation unique. Les architectes, ils ont donc la liberté d'essayer, de rater et même de recommencer. Il faut dire que l'Asie ne construit pas pour impressionner. Elle construit pour survivre, pour loger, refroidir, ventiler, abriter et faire respirer des populations urbaines qui augmentent à une vitesse inédite. Entre 2020 et 2050, la population urbaine d'Asie va croître de 1,1 milliard d'habitants. Cela signifie tout simplement que chaque mois, il faut construire l'équivalent d'une ville de la taille de Londres quelque part en Asie. Et cette pression a bien évidemment poussé les architectes à innover dans bien de domaines, que ce soit en matériaux comme avec le bambou structurel au Vietnam, la terre crue en Inde, en technique comme pour les structures parasismiques au Japon, et en urbanisme, c'est-à-dire la mixité fonctionnelle, la densité verte ainsi que la mobilité douce. En gros, le résultat, c'est une architecture qui n'est pas conceptuelle au sens académique du terme bien évidemment, mais qui est contextuelle, empirique et adaptée. Tokyo, Séoul, Singapour, Shenzhen, Shanghai, ces villes-là sont devenues des laboratoires grandeur nature, des lieux où l'on teste la verticalité, la mixité, la densité, la ville-forêt, la ville-île et même la ville souple. Là où l'Occident hésite à toucher au tissu urbain, l'Asie reconstruit des morceaux entiers de villes tous les 10 ans. Bien évidemment que c'est brutal, mais c'est justement ce qui permet de repenser les modèles urbains à grande échelle. En réalité, ce qui rend ce mouvement passionnant, c'est qu'il ne copie plus le modèle occidental. Il fusionne la tradition et la technologie. Kengo Kuma, par exemple, parle de l'architecture anti-objet, une architecture qui s'efface pour laisser place au lieu. Su Fujimoto imagine des espaces entre intérieur et extérieur, entre nature et structure. Et à Hanoï, les architectes comme Votrona Nahiya conçoivent des maisons qui respirent littéralement, recouvertes de plantes. Ce n'est plus une architecture de la domination, mais une architecture du lien. Quand on regarde les projets d'architecture en Asie, on sent une capacité incroyable à absorber les influences étrangères et à les reformuler de manière locale. C'est une sorte d'inspiration maîtrisée. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans l'un des e-books que j'ai écrit, S'inspirer sans copier, où je montre comment transformer ce qu'on observe ailleurs en une idée architecturale personnelle. Vous retrouverez le lien de cet e-book gratuitement en description. Ce que l'Asie nous montre, c'est que le futur, il n'est pas une théorie, il existe déjà, il est construit déjà quelque part. À Tokyo, on apprend la résilience. C'est une ville qui s'est relevée de tremblements de terre, d'incendies, de bombardements et qui a toujours reconstruit en mieux. Son architecture n'est pas monumentale, elle est vivante, en même temps flexible, aussi modulaire et adaptée à la contrainte. Chaque parcelle, chaque ruelle
raconte la capacité du Japon à faire beaucoup avec peu. D'où les espaces de vie qui sont relativement petits au Japon. À Singapour, on apprend la fusion entre la nature et la densité. Ici, la verticalité n'est pas un mur, c'est un écosystème. Des tours comme Oasia Hotel ou Park Royal Collection Pickering montrent qu'on peut empiler la vie sans étouffer la nature. C'est une vision radicale, la ville comme forêt, la densité comme habitat. À Shanghai, on apprend la vitesse. C'est une métropole qui s'est métamorphosée en 30 ans à peine. Mais cette rapidité cache une recherche de sens. Comment bâtir une identité moderne, chinoise, sans renier ses racines. Les architectures de bureaux comme Foster & Partners, Heatherwick Studio ou Nerick & You participent à cette quête d'équilibre entre global et local. À Séoul, on apprend la reconversion. C'est l'un des rares endroits au monde où un viaduc autoroutier a été détruit pour redonner place à une rivière. Ce geste symbolise un changement d'air. La modernité ne passe plus par le béton, mais par le retour à la respiration urbaine. Et à Hanoï, on apprend la sobriété créative. Des architectes comme Vo Tronanahiya ou VTN Architects construisent avec la végétation, le bambou et la lumière naturelle. Leur architecture n'est pas spectaculaire, mais elle est quand même essentielle dans le contexte où elle se trouve. C'est une leçon d'humilité, de climat et même d'identité. Toutes ces villes, chacune à leur manière, nous rappellent que l'innovation ne vient pas toujours de la rupture, mais de la réconciliation. Réconcilier le cycle, réconcilier le climat et la densité, réconcilier la tradition et la modernité, réconcilier la technologie et la nature. Alors quand on dit que l'Asie est le futur de l'architecture, ce n'est pas poétique, c'est un fait qui est observable. Parce que c'est là que se construisent les villes du futur, c'est même là que s'expérimentent les nouveaux modèles de durabilité. Et je dirais même que c'est là que se construisent les équilibres entre culture, climat et durabilité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous avec tous les passionnés de l'architecture. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ilanit.